La Journée mondiale des enseignants a été célébrée ce 5 octobre 2017, comme chaque année depuis 1994 par l'UNESCO. Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants, tel était le terme de cette année. L'objectif était de réaffirmer que l'autonomisation des enseignants constituait la première des priorités dans toutes les stratégies de développement et d'éducation, mais aussi de montrer le rôle crucial que jouent les enseignants dans l'accomplissement de l'agenda éducation 2030. En Côte d'Ivoire, civisme et engagement de tous dans une école de qualité, c'est le thème de l'année scolaire. Et l'école pour tous, vraiment pour tous, est une priorité du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est ce que l'on appelle l'école inclusive. Tous les enfants de Côte d'Ivoire, filles ou garçons, travaillant dans les champs, dans les plantations, ceux qui sont pêcheurs, mais aussi ceux qui sont frappés par un handicap, tous doivent trouver leur place dans le système scolaire. Nous vous montrerons comment les enfants sourds côtoient les camarades dans une école normale et comment les enseignants et les élèves se mobilisent pour la réussite de leurs camarades. Nous sommes à Paris, à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Au sommet de cette émission, l'école inclusive. Comment se fait l'intégration des enfants malentendants dans les classes ordinaires? Les COGES. À quoi servent les cotisations demandées aux parents d'élèves? Bienvenue dans ma nouvelle école, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. La prise en charge des enfants en situation de handicap soulève plusieurs problématiques. Combien d'enfants sont-ils? Où sont-ils? Ont-ils tous les mêmes besoins d'apprentissage? Sinon, qu'est-ce qui peut être proposé à ceux d'entre eux qui ont des besoins différents et qui demandent des réponses spécifiques? Face à toutes ces interrogations, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la mise en place d'un projet pilote appelé École inclusive qui consiste à mettre des enfants malentendants dans la même classe que des enfants bien portants. Et c'est un succès. Nous nous sommes rendus à l'IEP de Yopougon 1 où 82 enfants ont été répartis dans 9 écoles primaires et 5 écoles maternelles. Favoriser l'intégration à l'école des enfants vivant avec un handicap, aveugles, sourds ou muets, tel est le pari du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de sa politique Éducation pour tous en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le ministère, en collaboration avec celui de l'Emploi et de la Protection sociale, a travaillé à la mise en œuvre d'une phase expérimentale d'école inclusive depuis la rentrée scolaire 2013-2014, en intégrant près d'une centaine d'élèves malentendants et aveugles dans les écoles primaires publiques de Yopougon. Madame Copieux, en charge de l'éducation pour tous au ministère de l'Éducation, a en charge la mise en œuvre du projet. On a commencé par une recherche-action avec l'appui du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale au travers de sa direction de promotion des personnes handicapées et avec l'appui d'une ONG nationale, Société sans barrières. Nous avons pu mettre en place un projet. Le projet était très simple. Testons quelque chose, prenons des enseignants, donnons-leur un minimum de base de communication en langue des signes. Ça, c'est pour les enfants atteints de surdité. Et on va mettre quelques enfants dans leur classe. Donc, en 2013-2014, en septembre, on a pris 6 enseignants volontaires à l'EPP Gare Sud et nous avons commencé. Et donc, ils devaient faire leur propre expérience, leur apprentissage de cette façon. Mais pas au rabais, parce qu'on a pu, dans le cadre de ce projet, on leur a affecté des techniciens, c'est-à-dire des travailleurs sociaux, les maîtres d'éducateurs spécialisés, qui ont la compétence en langue des signes pour pouvoir leur venir en aide en temps réel pendant que les enseignants enseignent, pour leur prêter les mots s'ils étaient notamment bloqués par les mots. Donc pour permettre aux enfants de suivre en temps réel en même temps que leurs camarades qui sont entendants. Concrètement, comment cela se passe-t-il dans les salles de classe? Nous nous sommes rendus dans une de ces écoles pilotes de la commune de Yopougon, EPP Gare Nord. Debout, assis, debout,
assis. Alors, prenez les livres de lecture à la page 34. Ici, les élèves en situation de handicap sont intégrés du CE1 au CM2. Lorsque vous avez lu le test, dans le test, que veut dire la paix? Oui, toi? Les cours y sont donnés par des enseignants bivalents. Dans leurs tâches, ces enseignants bivalents sont aidés par des techniciens spécialistes du langage des signes. Nous sommes là pour aider les stagiaires. Les stagiaires, leur apprendre les thèmes techniques, leur apprendre à signer. Et pour que les enfants malentendants ou les enfants sourds-muets puissent comprendre les leçons, tout le cours. Si la mise en œuvre du projet se déroule bien à l'école primaire pour ces enfants en situation de handicap, au secondaire, les élèves semblent se heurter à certaines difficultés. Nous avons retrouvé certains élèves passés par le canal de ce projet. Ils sont aujourd'hui au lycée moderne de Yopougon Ndokwa. Ici, dans cette classe de 6e A2, c'est l'heure du cours d'anglais. Okay. Class, what this? Is this a table? Yes. Repeat. Class, is it a desk? Yes. Very good, okay. Mr. Zatan Nguessan, prof d'anglais ambivalent, dispense son cours d'anglais à toute la classe. Tout le monde en a pour son compte, élèves avec ou sans handicap. What's the date today? Ici, nous accueillons les élèves malentendants et aveugles qui sont beaucoup ici. Nous en avons 7. Et en général, il n'y a pas de problème pour les enfants malentendants quand le professeur connaît la langue des signes. Quand le professeur connaît la langue des signes, il peut facilement les enseigner. Nous avons reçu certains ici, dont Cissé qui est là, qui répond beaucoup à mes questions. Il y en a d'autres, ils sont tous là. Quand je pose une question, bien souvent, ils sont les premiers à lever la main pour répondre à la question. Et c'est beaucoup juste. Nous sommes très contents de les recevoir ici. Contrairement au cours de Mr. Nzata, les enfants malentendants rencontrent d'énormes difficultés dans d'autres matières. La raison, les enseignants ne sont pas tous ambivalents. C'est le cas dans ces classes de 6e et de 3e. Alors, infinité de droites, c'est-à-dire que plusieurs droites, c'est bon? Par exemple, on remarque que par un point, il passe une infinité de droites. Avec les élèves malentendants, il y a un véritable problème, puisque je n'ai pas suivi de formation en tant que telle. Ce qui fait que pour communiquer avec ces élèves-là, c'est un peu difficile. Voilà, donc si réellement il y a une structure qui est sur place pour pouvoir nous aider, pour qu'on puisse réellement communiquer avec ces élèves-là. Bon, anglais, on comprend. Maths, vraiment, c'est difficile. Les autres matières, c'est difficile. On demande à nos amis afin qu'ils puissent nous aider. Et puis, quand ils écrivent pour nous, et puis on lit, on arrive à comprendre. En anglais, là, ça va, parce que là, c'est direct. En français, on comprend. Les mathématiques, c'est un peu difficile. Face aux difficultés de ces élèves, une cellule technique a été installée au sein du lycée pour suivre ces enfants en situation de handicap après les cours dispensés par leurs différents professeurs. Parmi les nombres ci-après, tu regardes ceux qui sont terminés par 0, 2, 4, 6, 8 là. C'est cela qu'on peut diviser. Donc, tu regardes et puis tu choisis et tu entoures. Ici, nous sommes à la cellule technique du lycée moderne Yopougon Ndokwa. Et notre mission en tant que maître d'éducation spécialisée consiste à encadrer, à suivre les élèves handicapés sensoriels, notamment les sourds et puis les aveugles, c'est-à-dire les malvoyants. Et dans notre mission d'encadrement, on a constaté que
les sourds isolés, pas isolés, mais confondus dans la masse dite normale, ont des problèmes d'assimilation parce que 90% des explications se font oralement. Or, ils n'ont pas accès à ce qui est oral. Comment faire? Donc, ils copient sur le voisin, ils copient sur ce qui est au tableau, mais ils ne savent pas de quoi il est question. Donc, nous sommes en cellule ici, au besoin, quand ils viennent nous trouver, c'est qu'on fait, même bien que nous ne soyons pas des professeurs, ce que nous faisons ici en tant que maître d'éducation spécialisée, c'est qu'on essaie de reprendre un peu des explications pour leur donner. Ce qui concerne les aveugles, il faut dire que eux, c'est l'écriture braille qu'ils utilisent. Nos professeurs, ne connaissant pas l'écriture braille, sont en collaboration avec la cellule ici présente. Il faut dire qu'en classe, l'enfant aveugle n'a pas de difficulté en tant que tel pour ce qui est de la compréhension, parce que lui, il entend. Donc, toutes les explications que le professeur donne, il prend note. Mais son seul problème, c'est qu'il ne voit pas. Donc, quand ils sont en sciences, comme ça, ces éléments qu'ils ne voient pas, il vient après à celui-ci pour nous demander, le professeur a parlé de l'appareil digestif. Nous, on ne sait pas comment l'appareil digestif est représenté tout et tout. Donc, on essaie de faire le schéma en bip et nous avons une traceuse. On passe ça sur le dessin pour que l'enfant au toucher, il essaie de voir à peu près comment le schéma est représenté. À l'issue de notre travail, nous pouvons dire que l'école joue un rôle important. Un rôle important dans l'épanouissement total de l'homme. Je saisis le devoir, j'envoie d'abord la cellule technique qui traduit en braille et je leur remets les devoirs. À la fin des devoirs, je ramène encore les devoirs à la cellule technique qui traduit en français, je corrige, je leur donne leurs notes. Mais au cours, j'ai rencontré quelques difficultés en classe avec eux parce qu'ils sont un peu lents. Surtout en expression écrite, on copie beaucoup. Donc, ce sont leurs voisins qui les aident. Le projet d'école inclusive pour réussir une réelle immersion des élèves en situation de handicap dans les classes ordinaires a besoin d'une forte implication de l'ensemble des acteurs et partenaires du système éducatif. Mais rien ne pourra se faire sans un puissant programme de formation des professeurs. La 51e journée internationale d'alphabétisation s'est déroulée en Côte d'Ivoire le samedi 7 octobre 2017 au Palais de la Culture à Treichville. On notait à cette cérémonie la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, Irina Bokova, directeur général de l'UNESCO, la ministre Kandia Camara et bien d'autres hautes personnalités. Madame Irina Bokova a félicité les autorités ivoiriennes et plus singulièrement le président de la République Alassane Ouattara pour son engagement indéfectible en faveur de l'éducation en Côte d'Ivoire. Aussi a-t-elle rappelé l'adoption du décret instituant l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans ainsi que l'intégration des technologies de l'information et de la communication TIC dans le système éducatif. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a exprimé la gratitude du président de la République à Irina Bokova pour son appui à la Côte d'Ivoire depuis son accession à la tête de l'UNESCO. La 202e session du Conseil exécutif de l'UNESCO s'est tenue du 4 au 8 octobre 2017 au siège de l'institution à Paris. C'est la ministre Kandia Camara, présidente de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, qui conduisait elle-même la délégation ivoirienne. Arrivée à Paris le 9 octobre 2017, la délégation a bataillé âprement lors des débats pour obtenir une prorogation du programme global d'appui spécial post-conflit. Bien que la Côte d'Ivoire ne soit plus inscrite parmi les nations en situation de post-conflit, la ministre Kandia Camara, en compagnie du secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, Dr Soro Aboudou, a obtenu du Conseil exécutif la prise de 2 décisions importantes. L'une d'elles est relative au programme global d'appui spécial post-conflit en faveur de la Côte d'Ivoire et l'autre, soutenue par de nombreux pays, est relative au rôle de l'UNESCO dans la promotion de l'alphabétisation.
En effet, le conseil exécutif a prié la directrice générale de l'UNESCO de poursuivre le processus d'élaboration d'une vision et d'un programme d'alphabétisation dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et d'en rendre compte lors de la 205e session du conseil exécutif. En ce début d'année scolaire, les COGES, comités bipartis de parents d'élèves et d'enseignants, créés pour gérer à la base des établissements scolaires, ont été pris à partie par des étudiants syndicalistes. Ils estiment que les cotisations levées par ces comités lors de la rentrée scolaire sont trop élevées, inutiles et ne servent souvent qu'à enrichir ceux qui le fissent au sein des bureaux des COGES. Question. Ma nouvelle école a voulu savoir ce qui en était. À quoi servent les cotisations demandées aux parents? Entre construction et réhabilitation des bâtiments, clôture, latrines ou préaux, les sommes encaissées par les COGES sont à l'origine de réalisations qui améliorent la vie de nos enfants et des enseignants. Créés par décret présidentiel en juin 2012, les comités de gestion des établissements scolaires publics, en abrégé COGES, font la une des débats depuis le début de cette rentrée scolaire 2017-2018. La raison? Les cotisations exceptionnelles levées par ces comités jugées excessives par certaines organisations syndicales estudiantines. Au dit de M. David Kwame, directeur de l'animation, de la promotion et du suivi des comités de gestion des établissements scolaires d'APS-COGES, ces cotisations exceptionnelles décidées par le comité ont un fondement légal et une existence légitime. C'est à travers les assemblées générales des COGES que les membres des comités de gestion légifèrent, décident de ce qu'ils doivent faire dans l'établissement scolaire. S'il y a des cotisations, eh bien les textes des COGES précisent que s'il y a besoin d'argent, le COGES a recours à une cotisation exceptionnelle. Dans les textes des COGES, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'argent. Mais on dit que si le bureau a besoin d'argent, eh bien, le bureau exécutif soumet à l'Assemblée générale une levée de cotisation. Quand cette levée de cotisation est acceptée, ça se décide en Assemblée par les parents eux-mêmes. Par les parents eux-mêmes. Sous la présidence de M. le maire pour les établissements scolaires, préscolaires et primaires, et sous la présidence du président du conseil régional ou son représentant pour les établissements d'enseignement secondaire et les écoles primaires et préscolaires hors périmètre communal. Voilà comment les COGES sont organisés. Mais une fois ces cotisations décidées en assemblée, à quoi sert l'argent collecté? Rendons-nous au lycée moderne de Cocody, l'une des écoles ayant fait les frais des contestataires. Ici, dans ce lycée, le président du COGES, M. Doumba, nous fait visiter d'importants travaux de rénovation, réhabilitation et de construction entrepris. Ces cotisations servent dans un premier temps à suppléer aux banques de l'État, c'est-à-dire les banques de l'État, c'est-à-dire le personnel d'appoint. Nous avons des techniciens de surface ici qui entretiennent la cour de jour comme de nuit, il faut les payer. En termes de réalisation, il y a le préau que vous voyez derrière vous qui a été construit avec les cotisations exceptionnelles des parents. Nous avons invité les parents à visiter toutes nos réalisations. Avant de leur demander quoi que ce soit, on a pris votre argent, voilà ce que nous avons pu réaliser en termes de besoins pour l'école et ce qui reste à faire. Vous avez vu tout à l'heure la salle des profs. Il faut mettre le professeur dans de bonnes conditions de travail. S'il est dans de bonnes conditions, en fin d'année, nous avons une technique ici qui a été initiée par le proviseur de l'école. Nous mettons les enfants par niveau et on les prépare pour les examens pendant 1 mois. Ça nécessite un appui et cet appui, c'est le COGES. Et les résultats sont là. Si les travaux de soutien des COGES profitent à la communauté éducation, il y en a dont l'impact est plus grand. C'est le cas du comité de Nzianoua, village situé à 120 km d'Abidjan, qui est en train de construire un bâtiment neuf de 3 classes plus bureaux. Le jour de notre visite dans ce village, nous trouvons les membres du COGES de la communauté villageoise en réunion de comité. À l'ordre du jour, le bilan de l'exercice passé et fixation de nouveaux objectifs pour l'année scolaire qui commence en présence de toutes les composantes du comité, membres du bureau, parents d'élèves, personnel d'encadrement, élèves,
chefferies et autorités administratives. Le COJES a voulu nous croiser et c'est pour cela qu'ils nous ont appelés ce matin. Et comme je vous l'avais dit, si nous voyons que le COJES travaille mal, vous me touchez afin qu'on puisse avoir une assemblée et puis voir comment le COJES gère l'argent que nous cotisons. Et le COJES qui voudrait encore nous soumettre certaines choses, ses préoccupations, parce que c'est la rentrée, ils veulent travailler, ils nous ont appelés afin que nous puissions nous entendre sur certains points. Si ce matin on vous a fait appel, c'est dans le cadre de l'école. Depuis l'année passée, on a commencé à construire un bâtiment. Donc aujourd'hui, on vous a fait appel pour vous dire un peu où nous sommes arrivés. Nous sommes derrière la toiture et il faut faire derrière la charpente d'abord, mettre la toiture dessus. Donc je vous appelle ce matin pour vous dire que vraiment l'argent qu'on a recueilli l'année dernière n'a pas suffi. Nous sommes débordés par les élèves. On a 120 élèves dans les classes, ce qui n'est pas normal. Donc cette année, on a tout fait. On voulait faire un bâtiment de 3 classes pour que l'année prochaine, on puisse avoir les élèves de l'autre côté là-bas. Certains participants se sont exprimés sur la décision de lever des cotisations de 2000 francs devant notre caméra à la fin de la rencontre. Dans la vie, on doit s'entraider. Quand le COJES demande de cotiser, certains refusent. Or, l'école appartient à tous. Nous disons donc merci au COJES pour le travail abattu. Nous venons d'assister à l'assemblée de COJES et nous avons décidé de cotiser 2000 francs par élève. Vraiment ici, très content. Et je demande à tous les parents vraiment de participer à la construction des 4e écoles, puisque aujourd'hui, nos enfants sont aussi nombreux dans les classes, avec un village de plus de 26 000 habitants. 3 écoles, c'est peu. C'est peu. Et vraiment, nous leur demandons, si nous pouvons avoir au moins lycée ici, ça va nous donner encore plus d'avantages. Aujourd'hui, nous sommes de plus de 108 élèves dans une classe. C'est pas possible. Ça, mais il devait avoir 2 classes. Le maître aussi peut s'épuiser. Donc, nous demandons au COJES de faire un travail encore que nous pouvons diminuer dans les classes. Nous voilà sur le chantier de l'école en construction. Le président du COJES nous explique les raisons qui l'ont motivé avec son bureau à entreprendre un tel projet. Donc, tout à l'heure, nous étions à la réunion, nous étions à l'AG. Donc, nous sommes venus sur le terrain pour visiter, pour dire aux parents réellement le travail qu'on a déjà fait et où nous sommes arrivés. Et qu'est-ce qu'il faut. Tout à l'heure, on a dit à la réunion qu'il fallait encore cotiser pour achever, faire la toiture. Les tableaux sont déjà dressés. La terrasse est déjà faite, il reste la terrasse du dehors et puis maintenant la charpente. Il faut faire maintenant la toiture. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a tenu la réunion aujourd'hui pour qu'on puisse avoir l'argent pour faire la toiture. Que vous voyez ici, il n'y a rien. Mais ici, jusqu'à l'année prochaine, il faut que ça soit fonctionnel. Est-ce qu'on souhaiterait? Donc on a demandé aux parents aujourd'hui que chacun de ces parents-là donne au moins 2000 par élève pour pouvoir achever ce qu'on a commencé. Il faut souligner que le projet de cotisation et construction émis par ce comité de Zianois bénéficie de l'approbation des parents d'élèves et plus encore de la chefferie qui elle-même s'est fortement impliquée dans la sensibilisation car consciente de ses avantages pour les enfants du village. Et chez nous ici, pour faire l'école, on demande à notre COJES de donner 2000 francs pour pouvoir faire le travail dans l'école. Elle a pris cet argent pour construire cette école et ça reste à mettre le bois et puis toller. Il est venu me voir pour lui donner des bois pour pouvoir faire des chevrons, pour pouvoir achever
la toiture de l'école. Nous aussi qui sommes dans le village, nous avons vu que cet argent, les 2000 francs qu'il prend à chaque parent d'élève, il est en train de travailler avec. Ça nous donne vraiment une grande joie de voir que cet argent que nous leur donnons, ils font quelque chose avec. Ces actions des COJES se déroulent sous l'œil bienveillant de la hiérarchie administrative. Nous avons rencontré l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de la circonscription de Tia-Salé 2, venu en visite de terrain. Je suis l'un des inspecteurs les plus ravis. Ça va me permettre de désengorger ce potentiel humain. Et là, le COJES, avec l'équipe de M. Kassi Gérard, a tout mon soutien et tout mon encouragement. Au-delà, toutes mes félicitations à la population de Nzianois, qui chaque jour soutient fortement cette équipe. J'avoue que si nous étions sortis du cadre légal, je m'y serais opposé et j'aurais arrêté tout cela. Mais c'est avec plaisir que j'accompagne de tout le vœu, de tout mon poids, cette équipe de COJES. Les COJES ont pour mission principale de contribuer à la gestion des établissements où ils siègent et d'y créer les conditions d'un meilleur fonctionnement de l'école. Composés de parents, d'enseignants et de personnel d'encadrement, ils se veulent un outil de l'implication de chacun dans la vie scolaire et en même temps un relais pour la prise en charge de certains frais que l'État ne peut absorber, à la satisfaction des utilisateurs. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Mais surtout, n'oubliez pas, l'école ivoirienne, c'est nous, mais c'est surtout vous qui la bâtissez tous les jours. Et en plus, nous connaissons le nom de la prochaine directrice de l'UNESCO. Il s'agit de Mme Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture française. À bientôt pour un autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École, le dernier samedi du mois prochain. Au revoir.